Vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité. Un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Les territoires où psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous ne pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, des histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Dans l'histoire d'aujourd'hui, je vous propose de suivre un personnage phare de l'univers manga, devenu tellement représentatif d'un caractère bien particulier d'une personne amoureuse, le plus souvent une femme, bien qu'il y ait quelques hommes aussi appartenant à cette catégorie, qu'il est aussi utilisé dans la vie réelle, et même par certaines figures de la psychiatrie au Japon, celui de yandere. Je vous invite à vous rendre après la vidéo pour vous donner plus de détails sur ce qu'est exactement yandere pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. La vidéo qui va suivre va vous faire suivre Hideki, un jeune travailleur social, chargé de redonner confiance en l'extérieur à Izumi, qui se présente au départ comme une hikikomori, une personne refusant de se mêler aux mondes extérieurs, s'enfermant chez elle. Du fait de son statut de mineur, la relation amoureuse qui va s'installer entre Hideki et Izumi, débutée par la jeune fille, va entraîner une situation compliquée et interdite. Mais ce n'est rien en comparaison du secret découvert par Hideki concernant Izumi et la vraie nature qu'elle cache sous son apparente fragilité. Une relation qui se déroule en plein cœur des territoires de l'autre monde. Yandere. On ne sait jamais ce qui se cache réellement dans l'esprit de quelqu'un. Et surtout, ce qui a permis l'implantation de ses désirs, ses pulsions, ses goûts, ses passions. Aussi répréhensibles soient ces éléments qui font la personnalité d'un homme ou d'une femme, quand on aime, on a souvent tendance à faire comme si on n'avait rien vu, rien entendu concernant les secrets inavouables de l'être aimé. Une politique de l'autruche qui peut amener à se rendre complice de situations allant à l'encontre de nos propres convictions sur la valeur de la vie humaine. On sait au fond de soi qu'on ne devrait pas continuer cette relation, que les actes commis par son conjoint, sa conjointe, n'est pas normal. Ils n'appartiennent pas à l'éducation qui est la sienne, soumise à des règles parfois strictes, et où compassion, respect et honnêteté sont les bases mêmes de ce qui fait de nous un être humain. L'amour rend aveugle, dit le dicton, et ce que j'ai vécu avec Izumi en est la parfaite représentation. Vous connaissez le terme japonais de yandere? Ces personnes, souvent des femmes, dont la conception de l'amour se repose sur ces tendances psychopathes, n'hésitant pas à tuer pour obtenir l'amour désiré, ou pour protéger celui ou celle qu'elle est, sans se préoccuper le moins du monde des ressentis de la personne qu'elle a choisie comme âme sœur. Seul compte pour elle le bonheur de leur couple, et ce, quelles que soient les conséquences. Quitte à éliminer toute personne pouvant menacer cet équilibre amoureux qu'elle juge idéal et sain selon ses propres dogmes familiaux. Eh bien, Izumi était une yandere, de la forme la plus dangereuse qui puisse exister. Et quand je l'ai découvert, au lieu de la dénoncer comme n'importe qui l'aurait fait, j'ai voulu me persuader que ce n'était pas sa faute, qu'elle n'était pas responsable de ses actes, qui n'étaient destinés qu'à préserver notre relation. Et je l'ai protégée à mon tour, aidant à dissimuler les preuves de ses actes sanglants et meurtriers. Mais ce n'était pas le pire. Car j'ai découvert plus tard que ces pulsions de meurtre, usant du prétexte de l'amour pour les relativiser, n'étaient pas véritablement de son fait, d'un désordre psychologique en elle étant né en même temps qu'elle sortait du ventre de sa mère. Quelque part, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Mais ces tendances meurtrières ont été élevées avec soin, développées, forgées d'une manière minutieuse. Il y a déjà eu des cas de relations particulières entre une future tueuse et son psychanalyste, alors que ces pulsions étaient détectées suffisamment tôt pour espérer être traitées, sans pour autant finir sa vie derrière les murs d'un centre spécialisé. On voit ça souvent dans les mangas. Ou alors il s'agit d'une rencontre fortuite avec une autre personne ayant les mêmes disponibilités, les mêmes envies de meurtre impossibles à contrôler. Une sorte de relation professeur-élève, pouvant évoluer en couple et défrayant les chroniques de faits divers des médias de toutes sortes, papier comme numérique. Ce genre de duo à l'épopée sanglante parsème l'histoire. Tout le monde connaît Bonnie and Clyde bien sûr. Exemple typique de la relation amoureuse ayant conduit au meurtre à grande échelle. Même si, dans leur cas, l'appât du gain et de la liberté était le moteur des morts qu'ils ont accumulés tout le long de leur histoire. Dans le domaine fictif, on pourrait citer aussi le film Tueur né d'Oliver Stone, ou encore Perdita Durango d'Alex de la Iglesia. Mais là encore, ce sont des relations ponctuées par une forme de rébellion de la société les entourant, et pas d'une envie incontrôlable de tuer par pur plaisir, venant de leur gène. Dans le cas des yandere et d'Izumi, c'est complètement différent. Ses pulsions à elle sont ancrées au plus profond de son être, et elle n'a jamais cherché à les refouler, ou se sentir coupable de les avoir. Bien au contraire, Izumi aimait ce qu'elle était. Elle disait d'elle-même avoir plus de sensations de se sentir vivant que les gens normaux. Ça aussi, c'était particulier. Elle savait qu'elle était différente, elle en était consciente,
ce qui allait à l'encontre du yandere classique, qui, pour la plupart, ne se rendent pas compte de leur folie. Je me souviens de ces paroles après que j'ai découvert sa particularité, et que je lui ai demandé s'il y avait une chance qu'elle devienne un jour normale. Qu'est-ce que je pouvais faire pour qu'elle se sente mieux en elle? Sa réponse fut sans appel. Pourquoi voudrais-tu que je change? Je me sens bien telle que je suis. Je suis née ainsi. Je suis vivante. Tellement vivante. Tu ne peux pas imaginer. Je sais que tu es capable de me comprendre. Comprendre cette lueur de vie qui m'habite. Mon vrai moi. Pas le masque que j'arborais devant les autres. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à vraiment m'habituer à ça. Tous ces meurtres que tu as commis. Le sourire que tu m'as montré en les évoquant, après notre départ de cette ville où j'ai vécu tant d'années, en parlant de leurs corps mutilés, démembrés parfois. C'est ta conception du bonheur, mais je ne suis pas encore sûr que je pourrai y adhérer complètement un jour. Tu le deviendras, j'en suis sûre. Je ne t'en laisserai pas le choix. Nous sommes faits pour être ensemble. Je le sens en moi. Tu es celui que j'ai choisi parmi des dizaines d'autres, car j'ai senti que tu étais le seul qui pouvait accepter ce que je suis. Je suis resté silencieux à cette annonce. Un mélange de peur de ce qu'elle était, de culpabilité pour n'avoir pas su déceler le mal en elle plus tôt. J'ai essayé de la comprendre, d'adhérer à son mode de vie. Je me disais qu'après tout, c'était sa vision de l'amour, et que je ne pouvais pas aller contre ça. Je ne pouvais pas lui demander d'aller à l'encontre de sa nature, comme je savais que notre relation serait envahie par le sang, à chacune des contrariétés d'Izumi. La moindre personne m'approchant de trop près, conversant avec moi et qui, à ses yeux, pouvait comploter contre elle et le couple que nous formions, devenait un ennemi à faire disparaître. Et j'ai fini par devenir complice de ça. Parce qu'au fond de moi, je l'aimais malgré tout, et je ne voulais pas la perdre. Ce qui arriverait fatalement si je la trahissais et la dénonçais aux autorités compétentes. À bien y réfléchir, dès le début, notre relation n'avait aucun point commun avec les belles histoires de mes amis, sur fond de dîners aux chandelles, de soirées, ou de rencontres près d'un cadre idyllique, comme un lac ou une partie de campagne. La nôtre a débuté de manière différente. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'Izumi était une yandere? En fait, elle appartenait au départ à une autre catégorie, une hikikomori. Une personne s'enfermant chez elle, se cloîtrant pendant des jours, des semaines, des mois entiers, pour ne pas avoir à côtoyer le monde extérieur, ne sortant que pour des besoins alimentaires ou corporels, afin de ne pas s'ankyloser. Je l'apprendrai plus tard de sa bouche. Mais dans le cas d'Izumi, quand elle sortait, c'était uniquement pour assouvir ses besoins de tuer, et calmer ainsi ses pulsions régulières. Avant que je la rencontre, les médias parlaient souvent d'une vague de meurtres dont on recherchait toujours le coupable. Les victimes avaient été trouvées dans des conditions abominables. Chaque corps semblait avoir subi les assauts de quelqu'un qui n'avait plus de traces d'humanité, tellement les lacérations qui les composaient dépassaient l'entendement. Éventrement, énucléation, organes sortis de leur corps, cordes vocales arrachées. Du jamais vu en matière de meurtre dans notre petite ville d'Okayama, à 15 minutes de trajet d'Osaka. Tout le monde se demandait quel monstre pouvait opérer à de telles horreurs. Et au vu de la force nécessaire pour mettre les corps dans cet état, chacun pensait que seul un homme pouvait être le coupable. Ils étaient tellement loin de la vérité. Ces meurtres étaient au centre de la plupart des conversations, y compris au sein du centre social où je travaillais. L'habitude que j'avais de parvenir à sortir de leur cocon les personnes que l'on me confiait a été déterminant dans le choix de mon patron de m'envoyer là où habitait Izumi. Une demande faite par la mère de la jeune fille, s'inquiétant que celle-ci ne sortait plus depuis plusieurs mois, et espérait que l'on puisse l'aider à retrouver un semblant de vie. Et surtout, vaincre sa peur de sortir. Ce n'était pas la première fois que je me retrouvais à traiter un tel cas. Les hikikomori étaient courants dans le secteur dont je dépendais. Ce qui était plus inhabituel, c'était qu'il s'agissait d'une fille. En général, cette catégorie de personnes refusant de sortir de chez eux était plutôt l'apanage des hommes. Du coup, le contact serait sans doute plus complexe qu'à mon habitude. Néanmoins, j'acceptais de m'occuper d'Izumi Naoshita, le nom de la personne que je devais parvenir à rendre à la vie, selon les termes que nous employions entre collègues. Après avoir pris connaissance de son adresse, je me rendais donc chez elle. Je fus accueilli par sa mère, attendant ma venue. Elle me fit part de ses recommandations concernant sa fille. Je tiens à vous prévenir qu'Izumi a du mal à parler aux étrangers. Elle ne fait confiance qu'aux membres de sa famille. J'ai fait appel à votre centre en désespoir de cause. Ni moi, ni son frère ne parvenons à lui faire entendre raison. Izumi persiste à ne pas vouloir sortir. Elle s'alimente bien au point? Je sais que certains hikikomori dédaignent parfois la nourriture, contribuant à leur mal-être et les affaiblissant. Minao, la mère d'Izumi, me rassurait.
Non, sur ce point-là, Izumi se nourrit parfaitement. J'ai fait appel à une société de livraison de plats. Pour éviter tout contact qui pourrait nuire au mental d'Izumi, les livreurs ont pour consigne de déposer les plats devant la porte et de signaler leur présence par mail à ma fille. Elle prend grand soin de sa toilette également et se passionne pour divers arts. Je peux vous dire lesquels si cela peut vous permettre un meilleur contact. Ce serait très utile, en effet. Merci de cette initiative, Madame Naoshita. Oh, je vous en prie, appelez-moi Minao. Nous sommes appelés à nous voir souvent désormais. Pour moi, vous faites déjà partie de la famille, et je vous remercierai jamais assez de vous occuper d'Izumi. Elle est si fragile. Je ferai de mon mieux, je veux dire, Minao. Soyez-en certaine. Me souriant, Minao reprenait. Je vais vous laisser entre vous. Izumi connaît déjà votre visage. Je lui ai montré sur son ordinateur en consultant les membres de votre centre par le biais de votre site internet. Souriant à cela, Minao précisait un détail. D'ailleurs, c'est elle qui vous a choisi. Rien qu'en voyant votre visage, elle savait que vous pourriez l'aider. Je me sentais un peu gêné de cette information. Ça me reléguait quasiment à un match d'un site de rencontre orchestré par Minao. Mais j'ai gardé pour moi cette impression, sans savoir que c'était exactement le cas. Une rencontre préparée, dont j'étais le centre, à la demande de celle qui allait bouleverser ma vie, à tous les niveaux. Je vais vous laisser discuter entre vous. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous laisse mon numéro. Mais je suis persuadée que vous saurez faire des miracles avec Izumi. Je remerciais Minao de sa confiance, ne pouvant m'empêcher de rougir un peu à cela, et je prenais en main le petit bout de papier qu'elle me tendait, portant son numéro de téléphone. L'instant d'après, Minao partait de l'appartement, me laissant seul avec Izumi. Je m'approchais alors d'elle, prudemment, afin de ne pas la brusquer. Elle semblait plongée sur l'écran de l'ordinateur situé devant elle, qui diffusait un documentaire sur des cas de meurtriers célèbres du Japon. Sur le coup, j'étais un peu surpris de ce choix de la part d'Izumi. Étaient-ce cela les arts qui passionnaient Izumi dont m'avait parlé Minao? C'était un peu troublant, pour ne pas dire dérangeant. Je ne m'attendais pas à ce qu'une jeune fille comme elle puisse s'intéresser à des sujets aussi morbides. Mais je ne disais rien, et faisais mine de m'intéresser à la vidéo, afin de nouer un premier contact. C'est impressionnant, un peu macabre, mais vraiment intriguant. Il y a longtemps que tu t'intéresses à cela, Izumi? Si tu permets que je te tutoie. Montrant un air surpris, délaissant la vidéo, Izumi levait la tête vers moi. Elle restait de longues minutes à me dévisager, semblant observer chaque parcelle de mon visage. Situation curieuse et gênante, mais mon métier m'avait appris à me conforter aux habitudes des personnes que je devais aider. Puis Izumi se mit à poser sa main sur ma joue droite, ses yeux plongés dans les miens. Elle semblait subjuguée par ce qu'elle voyait, mettant dans une position encore plus inconfortable, car je ne m'attendais pas vraiment à ce type de réaction, ayant plus l'habitude du mutisme de mes patients. Vous êtes tellement beau, exactement comme sur le site. Maman avait raison, vous serez parfait. Puis, semblant sortir de l'espèce de transe dans laquelle elle semblait se trouver, Izumi s'excusait. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous dire ça. C'est tellement gênant, je vous prie de m'excuser. Mon attitude est indigne d'une jeune fille. Ces simples paroles montraient une éducation très prononcée de la part d'Izumi. Je supposais qu'elle venait d'une famille attachée aux règles de bienséance, et je ne pouvais que lui pardonner son petit écart tactile. Ce n'est rien, je t'assure. Disons que c'est une prise de contact plus directe que je pensais. Ne t'alarme pas pour ça. Tiens, tu sais quoi? Si ça peut t'aider à te sentir en confiance avec moi, tu peux me toucher d'autres parties de mon corps. Mais attention, en se limitant aux parties hautes uniquement. De par cette autorisation, j'avais déclenché l'étincelle qui entraînait toute la suite de notre relation. Ma naïveté et la candeur du geste premier d'Izumi sur mon visage avaient eu raison de la prudence et du professionnalisme que j'avais habituellement. C'est vrai? J'ai le droit de toucher vos mains aussi alors? Tout à fait. Les mains sont autorisées, lui dis-je, le sourire aux lèvres. Elle bifurquait alors son regard vers mes mains, les fixant comme s'il s'agissait d'un trésor, avant de mettre ses deux mains dessus. Je l'entendais murmurer. Elles sont si douces, si chaudes. J'aime vos mains, j'aime les toucher. Tout en continuant de les palper, elle relevait la tête, dirigeant à nouveau son regard vers moi. J'ai bien fait de vous choisir. Vous êtes vraiment celui que je cherchais depuis si longtemps. Maman a eu raison de me pousser à vous rencontrer, vous en particulier. Je sais maintenant que nous sommes destinés à un grand avenir, vous et moi. Enfin, toi et moi.
Je sais que j'aurais dû user de plus de sévérité à ce moment, la repousser, lui dire que je n'étais pas ce qu'elle pensait pour elle, que j'étais là pour l'aider à aller mieux, mais pas de cette manière. Mais son regard était si intense que j'étais comme hypnotisé. Je ne parvenais pas à lui dire non, à lui dire d'arrêter ça. D'un coup, j'avais cessé d'être un travailleur social, mais un simple homme, ne pouvant résister au désir qui émanait d'Izumi. Sans presque m'en rendre compte, elle posait déjà ses lèvres sur les miennes, caressant mes bras de ses mains. Lentement, elle me faisait basculer en arrière, me mettant à sa merci, sans que je parvienne encore à dire non. Je ne saurais pas l'expliquer, mais c'était comme si quelque chose refusait de me rendre à la raison, en repoussant ses avances. Bien au contraire, je me laissais aller au plaisir des sens, la laissant me déshabiller et fusionner avec moi, en l'homme faible que j'étais, répondant à l'appel de la chair, comme tout célibataire qui se trouverait dans une telle situation. C'est ainsi que commençait notre relation, belle, troublante, envoûtante. Les mots me manquent pour décrire notre histoire d'amour naissante. À ce moment, bien que sachant que je risquais de perdre mon emploi si cela se savait, j'étais le plus heureux des hommes. Izumi était plus jeune que moi de près de 10 ans, mais elle avait une maturité bien plus importante que ne le supposait son âge. Cependant, je savais que je risquais gros avec cette relation. Izumi n'avait que 17 ans, moi 27. Ce qui me mettait dans la position inconfortable d'un pervers incapable de contrôler son propre corps et ses pulsions. Malgré tout, cette relation contre nature, allant à l'encontre des règles de mon métier de travailleur social, eut un effet bénéfique sur le comportement d'Izumi, à la grande joie de sa mère, à qui je cachais, bien évidemment, le lien entre sa fille et moi. Les progrès d'Izumi pour sortir au dehors étaient fulgurants. Bientôt, je l'emmenais à des vernissages dans des expositions de peinture, lui faisais découvrir le cinéma, et d'autres activités ponctuelles, afin de ne pas faire soupçonner que ces sorties étaient loin d'être entièrement professionnelles. J'avais précisé à Izumi de ne surtout pas parler de ce qu'il y avait entre nous à quiconque, y compris sa mère. Elle acceptait sans problème, trop heureuse de me voir de plus en plus régulièrement, et même en dehors des heures où nos sorties étaient vues comme étant des éléments de la thérapie miraculeuse dont profitait Izumi. Le jour de ses 18 ans fut un soulagement pour moi, car étant majeur, je ne risquais plus de me retrouver dans une cellule pour notre relation interdite. Certains de mes collègues n'étaient cependant pas dupes, et s'étaient rendu compte que mon travail avec Izumi était plus intime que je ne voulais l'avouer. J'en ai parlé avec Izumi, indiquant que je craignais que mes collègues ne me dénoncent. Même si elle était majeure maintenant, je risquais de gros ennuis avec la justice s'ils demandaient une enquête sur leur relation avant ça. C'est là que tout a basculé. Bien que ne voyant pas les actes d'Izumi quand je n'étais pas là, l'obligeant à suivre ses instincts de meurtre au gré de prétextes familiaux pour ne pas que je vienne certains jours ou nuits, je m'étais rendu compte de certains faits curieux. Pas seulement d'Izumi, mais aussi de la constitution particulière de l'appartement où elle vivait. Le salon, la salle de bain, la chambre étaient toutes dotées de revêtements d'insonorisation, comme on en voit dans les studios d'enregistrement pour les idoles japonaises faisant partie de mon quotidien en tant que grand passionné d'artistes de J-pop. À plusieurs reprises également, j'avais retrouvé de minuscules traces de sang sur le sol, un meuble ou le rebord du lavabo, ou encore des cheveux qui n'appartenaient ni à moi, ni à elle, ou bien sa mère. La seule personne en dehors de nous deux que je pensais avoir ses entrées et sorties au sein de cet appartement. J'ai bien tenté de lui demander discrètement si ses cheveux, ce sang, appartenaient à des amis qu'elle aurait invités, sans m'en faire part. Mais la réponse était toujours la même. Tu sais bien que seuls toi et mère ont accès ici. Jamais je ne permettrai la venue de quelqu'un d'autre ici. Quant au sang, il m'arrive parfois de me couper en m'épilant les jambes. Je n'aime pas utiliser la cire ou d'autres méthodes douces. Je préfère le contact de la lame sur ma peau. J'aime sa froideur, la sensation que cela me procure. Mais parfois, j'ai tendance à appuyer trop fortement, emporté par mon excitation, d'où quelques accidents. Elle semblait me parler de ça avec une telle innocence que jamais il ne me serait venu à l'esprit de penser que ce sang avait une autre provenance. Et puis, il y eut ce jour où Mikumi s'ajoutait à la liste des victimes du tueur insaisissable qui faisait la une des médias depuis plusieurs mois. Le centre fut en deuil. Personne n'imaginait qu'on ne la verrait plus parmi nous. Quelque chose me troublait cependant. Mikumi faisait partie des 3 collègues ayant des doutes sur ma relation avec Izumi. C'était peut-être juste une coïncidence. Je me rattachais à cet espoir. Mais un soir, je trouvai par hasard une barrette que je savais ne pas appartenir à Izumi, dans la poubelle de la salle de bain. Une barrette comportant du sang. Et surtout, le même modèle qu'utilisait Mikumi quand elle venait prendre son service au centre.
2 jours plus tard, ce fut au tour de Satoshi de trouver la mort de la même manière que les autres victimes du tueur. Quelques jours après, Nao se rajoutait au nombre. Piqué par la curiosité et le doute, je parcourais discrètement, en craquant les dispositifs de sécurité de leurs ordinateurs, leurs agendas personnels, et découvrais que le soir de leur meurtre, ils avaient rendez-vous avec un mystérieux interlocuteur. Il n'y avait pas de nom ou de prénom, pas même un pseudo sur l'agenda, ce qui faisait que je n'étais sûr de rien. Mais en me rappelant la barrette tachée de sang, il devenait clair qu'il n'y avait plus de place pour les coïncidences. Mikumi, Satoshi et Nao menaçaient la relation que j'entretenais avec Izumi. Ils pouvaient révéler qu'elle avait commencé avant l'annonce officielle que j'avais indiquée de celle-ci, après qu'Izumi ait atteint l'âge de 18 ans, et prononçant la guérison de celle-ci de son état, et ne justifiant donc plus qu'elle fasse partie de notre suivi, ce qui donnait une légitimité à notre couple. Là encore, j'ai tenté de parler de ça à Izumi, mais elle l'a très mal pris. Comment peux-tu me poser une telle question? Tu ne me fais plus confiance? Oui, j'étais au courant de leurs doutes nous concernant, mais ça s'arrête là. Confiant dans ses paroles qui semblaient sincères, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle me mentait, que je ne découvre pas qu'elle était la tueuse monstrueuse que la police recherchait. Je ne voulais pas y croire, mais il y avait trop d'éléments allant dans ce sens pour ne pas tenir compte de la possibilité qu'Izumi soit une meurtrière. J'ai découvert autre chose. Avant que je rencontre Izumi, les meurtres étaient espacés entre eux. Des industriels, des musiciens, des artistes pour un grand nombre d'entre eux. On les soupçonnait d'avoir une relation avec une mystérieuse inconnue, malgré leur statut d'hommes mariés pour la plupart, ou ayant une petite amie officielle. Et un grand nombre d'entre eux avaient été aperçus, à un moment ou à un autre, dans le quartier où vivait Izumi. Durant la période où j'étais en pleine phase d'amour naissant avec elle, aucun meurtre n'a été signalé, comme si le tueur avait pris une pause. Pause qui a repris dernièrement avec les crimes de Mikumi, Satoshi et Nao. Des personnes en lien avec moi et Izumi. Mais dans le lot des victimes, il y avait aussi d'autres cas de figure, tout ayant un lien avec l'une des autres morts. Sœurs, mères, prostituées, collègues, amis d'enfance, que des personnes ayant pu découvrir l'identité de la fameuse inconnue de personnes qu'elles connaissaient, ce qui avait pu signer leur arrêt de mort. Ce n'était pas un meurtrier classique. Les morts visaient des gens pouvant nuire à la relation que l'inconnu entretenait avec les futures victimes. Quant à la mort de celle-ci, on pouvait facilement envisager qu'elle avait découvert ces faits. Elle avait voulu la dénoncer, provoquant leur ajout dans la liste de ce meurtrier qui s'affichait de plus en plus clairement pour moi comme une meurtrière. Une amoureuse, n'acceptant pas qu'on perturbe la relation qu'elle avait avec l'homme qu'elle avait choisi. Une forme particulière de yandere, à mi-chemin avec un serial killer. À la suite de ça, ma relation avec Izumi changeait, montrant une jalousie extrême, et me faisant de plus en plus la soupçonner d'être le meurtrier recherché. Enfin, une meurtrière à la force phénoménale, ce qui pouvait expliquer la police cherchant un homme qu'Izumi est échappé jusqu'à présent à la traque. Seulement, Izumi ne montrait pas les signes d'une quelconque faculté indiquant une telle force, selon mon doute sur son lien véritable avec les meurtres. Je n'arrivais pas à imaginer Izumi user d'une telle sauvagerie sur des êtres humains. Mais la suite allait me montrer que je ne m'étais pas trompé sur son application. Après que j'ai évoqué qu'elle ait pu jouer un rôle dans le meurtre de mes collègues parce qu'ils menaçaient notre couple, elle est devenue plus méfiante me concernant. Je sentais être suivi en permanence. L'impression d'avoir des yeux braqués sur moi dans mon dos, surveillant les contacts que j'avais avec d'autres. Plusieurs fois, je me suis disputé avec Izumi, celle-ci m'ayant vu avec une femme, me demandant qui elle était. Ce n'étaient que des amis ou des membres de ma famille. Et j'avais beau lui répéter qu'elle seule comptait à mes yeux, elle refusait de m'écouter, persuadée que je la trompais, que je ne l'aimais plus. Je t'ai vu avec cette femme. Tu prenais un café avec elle. Tu riais quand elle parlait. Mais enfin, Izumi, tu parles de ma sœur? Elle vient d'arriver au Kayama, pour quelques jours. Elle est de passage dans la région, et comme ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, on s'est donné rendez-vous à ce bar. Qu'est-ce que tu vas chercher? Et cette autre avec qui tu parlais à l'arrêt de bus? C'est ta sœur aussi, peut-être? Mais enfin, Izumi! Elle ne faisait que me demander le trajet à prendre pour rejoindre le quartier commerçant. Et ces disputes devenaient de plus en plus fréquentes. Mais le pire arrivait par la suite. La jeune femme qui m'avait demandé un renseignement fut retrouvée dans une ruelle quelques jours plus tard, l'état de son corps identique aux précédentes victimes. Et je restais sans nouvelles de ma sœur. Celle-ci ne répondait pas à mes appels, jusqu'à ce que je voie son corps faire la une des médias, une semaine après notre dernier contact. En voyant ça, le tout n'était plus permis. Trop de coïncidences. Je décidai de demander de manière plus directe à Izumi si elle était responsable de toutes ces morts le soir même.
Et cette fois-là, elle n'était pas seule à l'appartement. Sa mère était également présente. Ce qui fait que je n'osais pas parler de mes soupçons à Izumi. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit Minao qui me donne une réponse à mes doutes. Cher Hideki, j'ai comme l'impression que toi aussi, tu as fortement déçu ma petite Izumi. J'étais pourtant persuadée que tu étais différent des autres, que tu comprendrais les actes d'amour qu'elle te vouait. Acte d'amour? C'est une meurtrière! Tous ces gens tués, ma sœur. Ils étaient toutes et toutes un obstacle à notre amour. Je ne pouvais pas les laisser gâcher notre belle histoire. Ils devaient mourir pour que nous puissions vivre heureux. Maintenant, Hideki, je dois te poser une question. Aimes-tu vraiment Izumi? Es-tu prêt à accepter son amour sans condition, à te fermer aux autres pour vivre pleinement ta relation avec elle, jusqu'à couper les ponts avec ta famille? De ta réponse dépendra le choix de te réduire toi aussi à un corps sans vie, ou célébrer des noces dans la plus stricte intimité et faire partie de notre clan particulier. Je t'en prie, Hideki, dis-moi que tu n'es pas comme les autres. Montre-moi que tu m'aimes vraiment. Je n'ai pas envie de te tuer, de te faire la même chose qu'à ceux qui t'ont précédé, parce qu'elle ne voulait pas me comprendre. Je t'aime, Hideki. J'ai su dès que j'ai vu ton visage sur mon écran d'ordinateur que tu serais enfin celui avec qui je pourrais partager ma vie. Je comptais te dire ce que je fais, mais je voulais être sûre de ton amour. Maintenant, j'ai des doutes. Je crains que tu aies la même réponse que les autres. Tu sais ce qui leur est arrivé. Écoute ton cœur et prends la bonne décision. Écoute-la, Hideki. Tu te demandes sans doute comment une jeune fille frêle comme elle peut avoir une telle force. C'est un être depuis toute petite, comme tous ceux de notre clan. Nos ancêtres sont liés au dieu Ashima, le dieu de la guerre et de la culture. Un lien qui a permis à tous leurs descendants de naître avec cette force particulière qui se déclenche face à des contrariétés puissantes. Nous sommes fiers de cela et nous protégeons les actes de nos enfants. Même si, comme pour Izumi, il peut avoir des accès de fureur reliés à leur jalousie importante. Je le reconnais. Mais Izumi est ma seule fille et je ne permettrai pas qu'on lui fasse du mal. Alors dis-moi, quelle est ta réponse, Hideki? J'avais l'impression de voir le monde s'écrouler autour de moi. Avais-je vraiment le choix? Si je refusais, je rejoindrais la liste des victimes d'Izumi, parce que j'aurais refusé son amour, parce que je n'aurais pas accepté sa jalousie maladive et meurtrière. D'un autre côté, je me disais qu'en devenant son époux, en rejoignant son clan, je mettrais fin à la vague de meurtres. Plus personne ne serait en danger d'être massacré pour avoir eu le malheur de dire non à Izumi et sa mère. Alors, la mort dans l'âme, j'ai dit oui, déclenchant la joie de celle qui allait devenir mon épouse. Tu as fait un bon choix, Hideki. Désormais, tu fais partie officiellement de notre clan. Nous allons quitter cette ville maintenant. Tu n'auras pas la possibilité de dire adieu à tes proches et tes amis. Ton départ soudain poserait trop de questions à ton entourage. Une fois sur nos terres, tu prêteras allégeance à Ashima juste après tes noces avec Izumi, afin d'offrir la même force qui caractérise les nôtres à vos futurs enfants. Merci, Hideki. On va tellement être heureux, toi et moi. Je savais que j'avais bien choisi cette fois. Ainsi, j'ai quitté la ville avec Izumi et Minao vers ce qui allait constituer ma nouvelle vie, faite d'apprentissage. J'ai écrit ce journal lors d'une étape culturelle d'Izumi après nos noces. Il est caché dans le meuble où Fuki lisait ses lignes l'avait trouvé en ce moment. Là où je suis désormais, je n'ai pas d'autre choix que d'adhérer au mode de vie d'Izumi et son clan. De l'amour que je lui montre dépend ma propre vie, et celle d'autres, au gré de voyages dans d'autres villes, pour satisfaire sa soif de culture. Lors de ces escapades, il me faudra espérer ne pas attirer l'œil d'autres filles, ou de personnes tentant un contact avec moi, qui lui déplairait. Cela a déjà été le cas. La jalousie et la surprotection d'Izumi n'ayant pas d'équivalent. Il y aura sans doute d'autres morts, c'est inévitable. C'est dans la nature de celle qui va partager ma triste vie de résignée. Minao sera là pour veiller à ce que sa fille échappe à toute forme de justice. Elle me protégera aussi, tant que je montre le même amour qu'Izumi m'offre. Je n'ai pas droit à l'erreur. Prenez ce journal comme une façon de prévenir d'autres que moi. Si vous aussi vous êtes choisi par une fille du clan Naoshita, ne résistez pas. Il en va de votre vie et de ceux et celles que vous chérissez, famille comme amis. Acceptez cet amour tel qu'il est, sanglant et immodéré. De toute façon, on ne vous en laissera pas le choix.
Dans les animes japonais, il y a plusieurs termes qui désignent des personnalités particulières, des modes de comportement, devenus au fil du temps des références utilisées même dans la vie courante, et parvenus jusqu'à chez nous. Certains termes sont plus connus que d'autres, mais ils ont tous, à quelques exceptions près, un point commun, c'est le suffixe dere. Et de tous, la yandere, car oui c'est un terme qui est rattaché principalement aux personnages féminins, est la plus connue de tous. Une yandere, pour faire simple, c'est une forme extrême d'amour qui cache des tendances psychopathes. Cela vient du terme yanderu, qui signifie malade, ou malade mental, et le suffixe dere qui signifie amoureux. La yandere aime et est d'une jalousie très extrême concernant celui ou celle qu'elle a choisi comme partenaire idéal de vie, que cet amour soit réciproque ou non. Et elle ne supporte pas non seulement toute personne qui à ses yeux pourrait tenter de lui voler son amour par des gestes qu'elle identifie comme trop affectueux, mais également tous ceux et celles qui peuvent représenter un obstacle à l'amour qu'elle porte à sa cible, n'hésitant pas à tuer ses barrières dans des conditions atroces. Et quand l'objet de son amour n'est pas réceptif à l'amour qu'elle lui porte, elle le harcèlera de manière très intensive pour le forcer à comprendre qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Là encore, en touchant la corde sensible qu'est son entourage, usant de menaces envers son père, sa mère, sa sœur, son frère, même un bébé s'il le faut, pour obtenir l'amour qu'elle convoite. Et il est parfois bien difficile de déterminer qui est ou non une yandere, car il y a plusieurs cas de figure. Celles qui sont exacerbées et montrent par leur attitude très nerveuse leur nature dangereuse par l'amour. Mais la plupart parviennent à cacher ce qu'elles sont par un masque de gentillesse, parfois introverti, faisant preuve d'un calme extrême en présence d'autres personnes autour de sa cible amoureuse, mais montrant clairement ses tendances meurtrières quand elle se retrouve seule avec ceux et celles qu'elle a choisi d'éliminer, prenant grand soin à ce qu'il n'y ait pas de témoins, et montrant donc une grande intelligence et une faculté de dissimulation et de filature hors norme. Idem quand elle est seule avec son amour, où elle peut tour à tour montrer un visage de femme amoureuse très tendre et attentionné, et l'instant d'après un faciès clairement agressif si son amour montre des signes qu'il a de l'affection pour quelqu'un d'autre qu'elle. Un cheveu, une odeur de parfum, un objet féminin dans une poche, car sa jalousie fait qu'elle n'a qu'une confiance très limitée envers son conjoint choisi. Dans ces cas-là, elle peut se montrer extrêmement agressive, blessant, torturant, pour obtenir les renseignements sur la personne à qui appartiennent ces signes distinctifs trouvés dans les affaires de son amour. Et parfois jusqu'à tuer ce dernier sans le moindre remords, car le jugeant indigne de l'amour qu'elle lui porte. C'est une forme de serial killer, mais contrairement à ceux-ci dont les motivations incluent des rituels, dans le but de céder à des pulsions très différentes d'un tueur à l'autre, la yandere est motivée uniquement par l'amour. Parmi les exemples de personnages connus du manga et de l'animation japonaise, on peut citer Shion Sonozaki de Inamizawa le village maudit, Misa Amano dans Death Note, Kotonoha Katsura dans School Days, Albedo dans Overlord, Nina Einstein dans Code Geass, ou encore Megumi Shimizu dans Shiki. Les yandere hommes sont plus rares. On peut citer le plus représentatif comme Shu Tsukiyama de Tokyo Ghoul. Et ce ne sont que quelques exemples, car là, les yandere sont devenus des personnages très récurrents dans le monde de l'horreur animée ou manga. Et le terme est de plus en plus utilisé dans les journaux japonais pour désigner des femmes ayant ces traits de caractère, suite à des meurtres sur fond amoureux. Preuve que le terme est entré dans le quotidien japonais. Mais il est temps de vous laisser. Et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde.